Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre exposé et cet échange. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai juste un point de questionnement sur ce documentaire Arte que vous mentionnez, où justement je suis complètement d'accord sur cette construction médiatique d'un ennemi chinois qui a des conséquences qui amèneraient vers ces conséquences de conflit. Je trouve ça bizarre que vous preniez cet exemple où c'est une décision d'un collectif universitaire qui vient critiquer ce reportage. Parce que voilà, là où l'exemple sur complément d'enquête montre une faille, là on voit des universitaires, et vous le dites vous-même, qui ont sûrement parfois raison, le droit de critiquer. Et en revanche, vous vous interrogez sur le fait qu'on supprime ce documentaire. Mais dans cette logique d'une construction médiatique, est-ce que c'est pas un combat qui doit s'interroger à une suppression des fake news, à écouter la discussion universitaire et à donner cette autorité universitaire? Donc est-ce que c'est une réflexion qui vient remettre en question les études universitaires qui sont portées sur la Chine, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient questionner le deux poids deux mesures, où on écoute le poids universitaire seulement lorsqu'il est porté sur une question chinoise? Voilà, merci beaucoup. Vous n'avez pas parlé des routes de la soie. Et j'aimerais qu'on aborde la question et savoir, est-ce qu'il y a derrière ça une forme de colonialisme? Si vous pouviez revenir sur le désastre écologique que représente cette industrialisation à marche forcée de toutes les provinces chinoises. Bonjour, ici. Merci pour vos propos que j'ai trouvé très très intéressants et je suis plutôt d'accord avec la construction de la Chine comme un ennemi aujourd'hui. Mais du coup, je voulais vous demander si c'est pas un ennemi ou si, qu'est-ce qu'il faudrait voir de positif dans ce contre-modèle selon vous? Et bonsoir, merci d'être venu. Alors moi, c'est pas une nouvelle question, c'est juste pour rebondir sur ce qu'a dit mon camarade Achille sur ce reportage Arte au Tibet. C'est vrai que vous présentez le consensus universitaire en critiquant un peu, qui présentait un Tibet harmonieux, etc., où tout allait bien. Est-ce que en réalité, les écrits qui ont été faits sur le Tibet ne démontraient pas plutôt une vague de réformes depuis les années 20 et qui vient contredire le récit chinois que les Chinois auraient libéré le Tibet, parce que par exemple le servage au Tibet est aboli en 59, mais en réalité il est aboli dès 56 au Bhoutan, qui est un État tibétain indépendant, et en Chine il est aboli, mais juste quelques mois ou quelques semaines après le massacre de Lhasa, qui a vu des dizaines de milliers de Tibétains mourir, et donc l'abolition du servage a aussi été en réalité un outil de contrôle pour reprendre le contrôle du Tibet. Je pense que c'est ça ce que le consensus des tibétologues a essayé de mettre en avant. Et voilà, c'est pour reprendre la question qui a été posée. Merci. Merci pour ces questions. Si j'ai parlé de consensus universitaire, c'est une erreur. En fait, j'ai parlé de 29 universitaires. Il y a des travaux universitaires qui suggèrent... D'ailleurs, le réalisateur s'était fondé sur des travaux universitaires, parce que, pareil, lui-même, c'est pas un producteur primaire d'information. Comme je vous ai parlé de cette chaîne, il a puisé dans des documents. Et donc... Donc il ne s'agit pas d'un consensus. Ce qui nous a frappé, c'est que des universitaires demandent une censure. Et il nous semble au Diplo qu'il est très dangereux que n'importe quelle autorité, qu'elle soit intellectuelle ou politique, se charge de décréter le vrai. Et ça, je crois que c'est assez important d'élargir ces considérations à la question de la liberté d'expression aujourd'hui. En Europe, on a interdit une chaîne de télévision, on a des structures qui prétendent faire la chasse aux fake news de la part d'une institution dont je vous rappelle qu'elle est en France assez largement illégitime. Les Français ont voté contre le traité constitutionnel européen le 29 mai 2005. La majorité des Français étaient opposés à la construction de cette Europe-là. On nous a
on a imposé à la France ce texte que nous avions refusé par un décret en 2008 de Sarkozy. Mais je suis désolé, cette Union européenne, nous sommes contre, nous avons voté contre. Elle n'a pas les fondements démocratiques pour donner des leçons à qui que ce soit. Et alors que cette structure prétende dire le vrai dans quelque domaine que ce soit, me semble extrêmement dangereux. La plupart des gens ici sont trop jeunes pour se souvenir de cet épisode, mais il est néanmoins très important. Dans les années, alors je n'ai plus tout à fait la date, peut-être qu'on va pouvoir m'aider ici, je crois que c'est les années 80, Faurisson sort un livre. Faurisson, c'est un intellectuel absolument détestable, révisionniste, qui explique que les chambres à gaz n'ont pas existé. Et à cette époque-là, Pierre Vidal-Naquet, un historien remarquable, participe d'une mobilisation pour interdire la publication de ce livre où tout était faux. C'était des fake news avant l'heure. Noam Chomsky, qui est un intellectuel américain très important dans notre courant de pensée, a accepté qu'un texte qu'il avait écrit, pas pour Faurisson, qu'un texte qu'il avait écrit au préalable, soit mis en préface du livre de Faurisson. Un texte dans lequel il explique que défendre la liberté d'expression, ça implique de défendre la liberté d'expression des gens avec lesquels on est en désaccord. Et l'exemple fameux que donne Chomsky, c'est que même Goebbels était d'accord pour la liberté d'expression avec lesquels il était d'accord. Mais être d'accord avec les libertés d'expression des gens avec lesquels on est d'accord, ça n'est pas la liberté d'expression. Et moi, je suis d'accord. Il y a plein de choses qui sont dites sur CNews, par exemple, mais qui sont dites tout le temps, qui m'horripilent, et je préférerais que ça ne soit pas dit. Mais est-ce qu'on lutte contre ces idées-là en les interdisant? Je ne crois pas. Et il me semble qu'il est vraiment préoccupant d'observer qu'aujourd'hui, les défenseurs de la liberté d'expression, c'est l'extrême droite. C'est glaçant d'observer. Je ne sais pas si vous avez entendu le discours de J.D. Vance à Munich. J.D. Vance, c'est le vice-président des États-Unis. C'est un type avec lequel je ne souhaite pas du tout partir en vacances, quoi. Mais il a procédé à une défense de la liberté d'expression qui était impeccable. Alors il la mettait au service des gens qui sont contre l'avortement, des gens qui sont des fanatiques religieux. Très bien. Mais si on croit à la liberté d'expression, on doit croire à la liberté d'expression de ces gens-là. Ça ne veut pas dire que je suis favorable à des législations contre l'avortement. Non. Les législations, c'est autre chose, mais qu'ils aient le droit de s'exprimer. Et même si Carré avait totalement tort, même si son documentaire était effectivement truffé d'erreurs, quoi, je pense que Arte aurait pu organiser un débat, convoquer des universitaires, et puis dire, ben voilà, vous dites ça, mais alors, des travaux montrent que ceci. Et puis lui, il aurait pu convoquer ses propres universitaires. D'ailleurs, lorsque certains d'entre nous avions réalisé le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde sur les médias, la chaîne Public Sénat l'avait diffusé. Grosse surprise. Ils avaient fait un débat derrière. Alors étonnamment, c'était un débat dans lequel il n'y avait que des gens qui étaient d'accord pour dire que le film était nul. Mais c'est pas grave. Ils avaient diffusé le film. Et d'une certaine façon, la liberté d'expression, me semble-t-il, était respectée. La chasse aux fake news me semble relever d'une démarche qui ne peut pas nous servir, nous, les progressistes. La deuxième question concernait les routes de la soie. Je pense qu'il faut distinguer deux temps dans les routes de la soie. La genèse des routes de la soie, enfin la naissance des routes de la soie, c'est un discours de Xi Jinping en 2013, très vite après son arrivée à la tête du Parti communiste chinois et l'année de son arrivée à la présidence du pays. Il aimait cette idée, et puis la chair, si vous voulez, n'apparaît que plus tard, je crois en 2015. Déjà, ça mérite qu'on s'y arrête. C'est un reflet, je crois, de ce processus, sinon de décentralisation, comment dire, qui conduit à interroger la verticalité du pouvoir en Chine. Il y a un pouvoir vertical, c'est indéniable. Mais bien souvent, les consignes sont données, je reviendrai même là-dessus, des consignes qui sont données par le haut de la chaîne sont très floues.
Et lorsqu'elles dégoulinent le long de la chaîne de hiérarchie, à chaque étape, elles conduisent un espace d'interprétation, qui n'est pas uniquement parce que la langue est floue, parce qu'on aime, je sais pas, les expressions floues, c'est parce que c'est important, que cet espace d'interprétation est important, parce que ça permet eh bien, des espaces d'expérimentation, des formes d'adaptation en réalité locale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le premier élan des routes de la soie, en fait, fait suite à un mouvement préalable des entreprises chinoises qui investissent déjà à l'étranger, qui trouvent à l'étranger un marché pour leur production. Et le pouvoir politique, le discours de Xi Jinping en 2013, arrive à la remorque d'un phénomène économique qui a déjà lieu depuis le début des années 90. Les entreprises chinoises doivent trouver des marchés pour leur production. Et ce phénomène s'accentue à la suite du grand investissement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait suite à la crise des subprimes. Vous savez, quand la Chine consomme plus de béton que les États-Unis. Quand on produit autant, lorsqu'on investit autant, au bout d'un moment, on a construit tous les ponts qu'on pouvait construire. Il y a des villes qui sont totalement vides, il n'y a personne pour les acheter, mais il y a toujours du béton, il y a toujours de la production, et pour alimenter la croissance, il faut trouver des débouchés. Lorsqu'il n'y a plus de débouchés nationaux, on trouve une solution, ce qu'on appelle une solution spatiale à son problème de débouchés, c'est-à-dire qu'on va exporter ses excédents. Et la route de la soie, c'est avant tout un phénomène économique où des entreprises trouvent des solutions spatiales à leurs problèmes d'écoulement de leur stock. Mais évidemment, la façon dont la Chine organise ça est très différente de la façon dont les États-Unis s'étaient comportés avec les pays du Sud. C'est-à-dire que la Chine propose des prêts, propose la construction d'infrastructures, mais surtout ne met aucune condition politique à ces investissements. Contrairement à ce que faisaient les États-Unis, ce que faisait le FMI, mais comme vous l'avez compris, le FMI est très largement américain, puisque les États-Unis sont le seul pays qui a un droit de veto. Le FMI, lorsqu'il allouait des fonds, des aides à des pays, eh bien, il exigeait des conditions qui étaient en général l'application du consensus de Washington. Ces routes de la soie et tous les investissements, toutes les constructions qui sont allées de pair avec ça ont évidemment eu un impact diplomatique. Et moi j'avais été assez surpris de voir que même The Economist, qui est un magazine britannique, qui n'est vraiment pas sur la même ligne politique que le Parti communiste chinois, qui a toujours été très critique de la Chine, devait faire le constat qu'en fait ces investissements chinois, qui se traduisaient par des routes, bien souvent, eh bien, c'était plutôt bien vu par les populations. Et donc ça a un effet politique. L'aura, le crédit attribué à la Chine dans les pays du Sud est lié, à mon avis, à deux phénomènes. D'une part, celui-là, et d'autre part, le fait que la Chine constitue une forme de contre-modèle. En tout cas, c'est le seul pays qui aujourd'hui semble avoir la surface pour se mesurer aux États-Unis. Et ça fait l'objet d'une quatrième question à laquelle je reviendrai plus tard. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça du colonialisme ? Alors, certains appellent ça du colonialisme, aucun doute là-dessus. On observe que les pays qui font partie de Route de la Soie tendent à voter de façon beaucoup plus proche de la Chine qu'auparavant aux Nations Unies. Donc on observe une convergence et on ne peut pas totalement exclure que des rapports de dépendance s'instaurent, ça c'est évident. Mais si c'est une forme de colonialisme, à mon avis, il faut reconnaître que c'est un colonialisme très différent du colonialisme auquel ont procédé les États-Unis au cours du XXe siècle. C'est un colonialisme qui ne procède pas à des transformations politiques. Alors parfois, on pourrait souhaiter que la Chine procède à des transformations politiques lorsque les dirigeants politiques sont absolument ignobles. Mais la Chine est un pays qui ne s'immisce pas dans les affaires internes d'autres nations. M'arrêter là à ce sujet. Le désastre écologique. Je dois avouer que je m'estime que moyennement compétent pour vous répondre là-dessus. Ce n'est pas un domaine sur lequel j'ai énormément travaillé. Je peux vous dire juste les choses suivantes.
c'est que moi, j'ai été qu'une seule fois à Pékin. Et comme vous, j'avais lu tous les récits d'horreur sur Pékin, le plafond de charbon, quasiment, cette ville sous cloche, l'impossibilité de respirer. Bon, c'est pas du tout ce que j'ai vu. J'ai vu un ciel parfaitement bleu et des routes bordées de fleurs, je ne vous mens pas. Je crois que la Chine a réalisé d'énormes progrès dans la réduction des émissions, dans la lutte pour la protection de l'environnement. Il me semble que les émissions des centrales à charbon ont considérablement réussi, mais je n'ai pas de chiffres en tête. Et il me semble que le grand virage pour les énergies renouvelables auquel procède la Chine, qui a contribué à faire que la Chine, je crois, est le pays qui a le plus réduit ses émissions, il me semble, pose la question de la durabilité, de la viabilité du passage des moteurs thermiques aux moteurs électriques. C'est-à-dire que je crois que si on regarde toute la période de vie d'un véhicule électrique, entre l'extraction des terres rares et puis le recyclage, sa capacité de pollution est supérieure à un véhicule qui est motorisé par un moteur à explosion. Et pardon ? C'est surtout au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau. Le fleuve jaune, par exemple, suivant les époques de l'année, n'arrive plus à la mer. Ah, la réduction de... Je dois faire le constat de mon incompétence pour vous faire une réponse qui mérite d'être étendue sur ce dossier. Mais on va y travailler. J'en viens à la question concernant les éléments positifs dans le contre-modèle chinois. Tout à l'heure, sans le formuler comme ça, j'ai un peu cherché à distinguer deux champs dans lesquels on pouvait s'intéresser aux contre-propositions chinoises. Le champ de la diplomatie, c'est-à-dire la réponse à l'isolationnisme américain, et le champ de l'économie, la réponse au protectionnisme américain. Dans le premier champ, il me semble qu'on peut se satisfaire de l'émergence de la Chine. Les propositions qu'elle formule à l'heure actuelle pour un renouveau des institutions internationales ce sont des propositions positives. Est-ce que une fois que la Chine sera tout en haut de la pyramide, elle procédera à son tour à une révision de tout cela? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un discours qui est destiné à rallier d'autres pays à son étendard? C'est tout à fait possible. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, elle incarne quelque chose qu'à mon avis, les progressistes peuvent revendiquer à leur tour, c'est-à-dire un retour à l'ordre international westphalien de l'après-deuxième guerre mondiale. Pour aller vite. Le deuxième aspect est celui du contre-modèle économique. Et là, au risque de redire des choses que j'ai dit tout à l'heure, il me semble que la vraie menace que présente la Chine est la menace de la perpétuation du modèle, plutôt que la menace d'une continuation du modèle. Je crois que c'est la vraie menace. Aujourd'hui, la Chine est meilleure que les États-Unis au jeu du libre-échange, et elle a très envie que le libre-échange continue. Or, le libre-échange est une guerre commerciale. Le libre-échange est une guerre de certains peuples contre d'autres peuples. Le libre-échange est extrêmement polluant. Le libre-échange est productiviste. Le libre-échange contraint des pays à voir leur base industrielle disparaître. Il faut mesurer. La Chine est passée d'une part de 6% de la production industrielle dans les années 2000 à une part équivalente à 30%, je crois, aujourd'hui. C'est absolument colossal. Or, on sait depuis longtemps que ce système est déséquilibré et dysfonctionnel. Dans le papier du mois, je fais un tout petit retour sur ce point-là. En 2009, lors de la grande contestation par les pays du Sud, et notamment de la Chine, de l'ordre international forgé par l'Occident, le gouverneur de la Banque centrale chinoise a fait un discours qui a été très remarqué. C'était vraiment l'un de ces discours qui, en forme diplomatique, disait aux Occidentaux, vous avez fait n'importe quoi, maintenant vous nous passez la main. Et ce qu'il disait, ce gouverneur, c'était de dire qu'en 1944, lors de la conférence de Bretton Woods, qui est la conférence au cours de laquelle les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont organisé le système monétaire international, il y a eu deux grandes propositions qui ont été formulées.
il y a eu la proposition qui a été formulée par Harry White, qui était le négociateur des Américains, et la proposition qui a été entendue. Les États-Unis avaient 2 tiers du stock d'or mondial et ils avaient la main sur eux. Donc c'est cette proposition qui a été entendue. Mais il y avait une autre proposition qui a été avancée par John Maynard Keynes, le célèbre économiste qui était négociateur pour le Royaume-Uni. Et Keynes, lui, était évidemment qui représentait un pays qui avait beaucoup souffert pendant la guerre, qui était une puissance déclinante, un pays qui avait connu 2 guerres, 2 grandes guerres. Keynes était très conscient des racines monétaires et commerciales des grands conflits du XXe siècle. Et ce qu'il disait, ce qu'il avait mis en évidence, c'était que, évidemment, les pays qui dégagent des déficits commerciaux trop importants posent problème, ils déséquilibrent le système. Mais les pays qui dégagent des excédents commerciaux sont tout aussi responsables des déséquilibres du système. Et à cette époque-là, la proposition de Keynes, c'est de créer ce qu'il appelait le Bancor. C'est-à-dire, l'idée, c'était qu'on allait créer une monnaie qui serait une monnaie internationale, à partir de laquelle chaque pays, chaque monnaie nationale aurait une parité donnée. Et à côté du Bancor, il y aurait un système qui viserait à superviser les excédents et les déficits commerciaux. Et lorsqu'un pays avait si un pays avait des excédents trop importants, eh bien la valorisation de sa monnaie par rapport au Bancor aurait évolué de façon à rééquilibrer tout le système. Il avait même pensé à des sanctions pour les pays dégageant des excédents. J'en reviens au discours de mon gouverneur de la Banque centrale en 2009. Il dit aux Occidentaux, vous avez fait n'importe quoi. En 1944, on aurait dû entendre Keynes plutôt que White, qui avait dit la monnaie du système international, ça sera le dollar, quoi. Et il dit on aurait dû écouter Keynes et mettre en place le Bancor. Sauf que, ce que je rappelle, c'est que le Bancor allait avec le système de contrôle des excédents et des déficits. La Chine, aujourd'hui, dégage 1000 milliards de dollars d'excédents commerciaux. À l'échelle mondiale, les excédents commerciaux doivent être égaux aux déficits commerciaux. Plus la Chine dégage des excédents importants, plus d'autres pays vont dégager des déficits. Mais qui dit déficit commercial dit destruction de la base industrielle, dit absence d'emploi, absence d'autonomie dans la production de choses qui peuvent être très importantes, la sidérurgie, l'industrie de l'armement. Le monde n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, il faut être capable de produire des armes pour ne pas les utiliser. Et donc, sur le plan économique, la perpétuation du libre-échange que nous propose la Chine pose 2 problèmes. Le premier, c'est que c'est un système qui est un système de lutte des classes, de guerre des classes dominantes contre les ouvriers. Les classes dominantes vont piocher à l'étranger une main-d'œuvre pour leur permettre de réprimer la consommation des classes dominées sur leur territoire national. Mais le deuxième problème, c'est que le plus grand facteur, ou l'un des plus grands facteurs de déstabilisation du système que la Chine cherche à perpétuer, c'est la Chine. Parce qu'elle le met en déséquilibre en dégageant des excédents qui nécessairement vont conduire à l'émergence de discours protectionnistes, comme ceux du Diplo, par exemple, dont on espère qu'ils seront moins erratiques que ceux de Donald Trump. Pas si contre le modèle, pas du tout. Sur le plan économique, pas du tout. Il nous reste 20 minutes, on prend des questions. On prend 4. On peut prendre 4, mais rapidement. 5. On fait la parité, 3. C'est-à-dire on fait une question et après on change. Il y a combien de questions juste à main levée? 1, 2, 3. Bonsoir. 4, parfait. Y a-t-il un intérêt ou existe-t-il un intérêt à ce que l'on s'intéresse au phénomène Mingong ou est-ce un épiphénomène? Mingong. Merci pour votre exposé. Tout à l'heure, vous avez dit que l'extrême droite défendait la liberté d'expression. Enfin, quand même, je voulais revenir sur 2 points. Elon Musk, par exemple, sur X, en fait, il modifie l'algorithme pour mettre en avant certains contenus et en relègue d'autres qui sont anti-Trump ou écolo, par exemple, au second plan. Est-ce que c'est pas une censure qui va justement à l'encontre même de la liberté d'expression? Et puis sinon, par rapport à l'incitation à la haine raciale, est-ce que du coup, ça serait des propos qui pourraient être entendus? Enfin, je vois pas en quoi des propos qui peuvent porter atteinte à la liberté des autres ont une quelconque légitimité. Je voulais vous demander ce que vous en pensez. Oui, bonsoir. Okay.
Juste avant qu'on fasse le tour des questions, vous avez fait une transition, moi, qui m'intéresse. Si on va aller au-delà du discours médiatique qui généralement s'intéresse à ce que les élites et les classes dominantes ont dans la tête et leurs intérêts, moi, puisqu'on nous invite à aller au-delà de la muraille, j'aimerais savoir si vous pouvez nous donner des éléments sur quelle en est l'organisation de ceux d'en bas en Chine. Parce que peut-être que j'ai des préjugés, mais je pense qu'il y a quand même une classe dominante qui est très forte, qui écrase en Chine, qui a de la répression, que c'est un État aussi décentralisé que vous le présentez, et c'est une nouveauté pour moi. Mais du coup, j'aimerais savoir, alors en 20 minutes, ça va être court, hein, je pense, mais quelle est la réalité de l'organisation des mouvements populaires en France, en Chine, leur poids, leur expression, leur mode d'organisation, au moins des principaux, s'il vous plaît. Je vous remercie. On n'a que 10 minutes, donc je ne sais pas si on pourra prendre plus de questions. On fait déjà cela, et si on a du temps, on en rajoute une. Je suis désolée, monsieur. Je vais essayer de faire vite. Alors, la première question porte sur le phénomène des Minggong. Les Minggong, c'est les travailleurs migrants en Chine. Il y a un truc qui est très problématique en Chine, c'est que les passeports, enfin, les gens, il y a un système qu'on appelle le hukou, c'est-à-dire une espèce de passeport national qui vous rattache à une région. Par exemple, si vous êtes de la province du Sichuan, votre hukou vous rattache au Sichuan. C'est peut-être même des unités plus petites que ça. Et si vous allez travailler à Shanghai, eh bien, votre retraite sera celle de Sichuan. C'est pas la même. Ça sera sans doute plus faible. Le système de santé, le système d'éducation, tout ça, c'est en grande partie lié à ce dispositif. Et les Minggong sont des travailleurs qui migrent en gros vers les régions où il y a le plus de travail, c'est-à-dire la côte. C'est un phénomène qui est massif et oui, qui reste très important parce que ce sont des travailleurs, bien souvent, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est eux qui font tourner la grande machine industrielle chinoise. Peut-être que je viens à la question sur ceux d'en bas maintenant, mais je n'ai pas oublié la question la réflexion sur l'extrême droite. Les syndicats sont des syndicats d'État et toute contestation politique est réprimée. Il y a, je pense, aucun doute là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune contestation? Je crois comprendre que non. Mais ça fait 1 an et demi que je m'occupe de la Chine au monde diplomatique et je pense qu'il faut procéder avec grande humilité. Donc je vous livre la mienne telle qu'elle est. Je suis très curieux, après avoir passé plusieurs mois là-bas, de voir la confrontation entre ce que j'ai lu et ce que j'observe sur place. Je crois comprendre, mais pour l'instant, je n'ai pas la capacité de lire suffisamment le chinois pour le vérifier moi-même. Je crois comprendre que la liberté d'expression sur les réseaux sociaux est très importante. Les chercheurs que l'on fait écrire au monde diplomatique nous l'expliquent. C'est-à-dire qu'il y a l'étendue des critiques que l'on peut formuler est très large, dès lors que ce n'est pas une remise en cause du Parti communiste chinois. Ce qui est une limite totale, hein, je le conçois. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire ce qu'a fait Xi Jinping ou cette décision est nulle. Ça ne va pas. Mais c'est une contestation qui ne peut pas aller jusqu'à la remise en cause de ce parti, de cet État parti. Il y a, semble-t-il, de plus en plus de mobilisation sur les lieux de travail, parce que la situation des salariés, des travailleurs, est très tendue, parce que même si elle est toujours insolente pour des Occidentaux, la croissance chinoise ralentit. Or, le poids de ce régime politique est supporté et accepté par la population d'autant plus facilement que cette population en tire des bénéfices concrets. C'est très frappant de discuter avec des Chinois qui... moi j'ai 50 ans, et quand je discute avec des Chinois qui ont 50 ans, ils ont tous connu la faim. Ils ne mangeaient pas à leur faim, quoi. Et donc la transformation qu'ils ont connue au cours de leur existence est absolument colossale. Et même si peut-être qu'on a envie de voter, mais on préfère manger à voter. Et donc lorsque le niveau de vie progresse, lorsque on découvre les loisirs, lorsqu'on découvre les voyages à l'étranger,
lorsque l'on prend le train, eh bien, on accepte l'organisation. Même parfois, on est reconnaissant au Parti communiste qui est comment dire, qui est celui auquel on doit cette transformation du pays. Évidemment, lorsque l'économie ralentit, c'est beaucoup plus compliqué. Semble-t-il, on observe donc des mobilisations, et puis les Chinois créent beaucoup de néologismes. Et l'un de ces néologismes, enfin l'une des expressions qui est apparue depuis quelques années, c'est hangping, et ça veut dire s'allonger, rester allongé. Je ne sais pas s'il y a des sinophones ici, mais oui, il y en a une. Ouais, c'est hangping, c'est ça. Et apparemment, c'est un phénomène assez important où les jeunes gens refusent de participer à ce qu'on appelle en anglais rat race, à la course au job, la course au logement, la course pardon, métro boulot dodo, c'est ça. Et ce d'autant plus que la crise de l'immobilier, beaucoup de gens ont, je ne fais pas des réponses très courtes, mais beaucoup de gens ont mis en commun l'argent qui avait été épargné par les grands-parents, les arrière-grands-parents, les parents pour acheter des logements, parce que pour pouvoir épouser une jeune femme chinoise, un garçon doit avoir une voiture, un job et un appartement, quoi. Et quand les planètes ne sont pas alignées, eh ben, l'enjeu de trouver un job, de participer à ce jeu de con, il faut bien dire ce que c'est, eh bien, diminue. Et pas mal de gens se disent, bon, bah, tramping, quoi, je me mets à côté de ce système. J'en viens à la question de la liberté d'expression. Oui, 3 minutes. Pour être plus précis, la droite enrôle le combat pour la liberté d'expression, mais je ne fais pas crédit à la droite de vouloir défendre la liberté d'expression. Donc vous avez parfaitement raison. Et Elon Musk fait partie de ces gens qui prétendent la défendre, mais ne le font pas. Et c'est d'autant plus dommage qu'on leur laisse l'étendard de la défense de la liberté d'expression. Je fais le même constat que vous sur Twitter, qui est devenu absolument effroyable. Je suis dans les temps, là. C'était juste pour laisser le temps à la question du monsieur. Bonsoir et merci. Vous nous dépeignez effectivement un monde en plein changement, pleine transition, en plein remaniement des équilibres qui régissaient ces échanges systémiques. Donc merci pour votre clairvoyance et cette façon que vous avez de nous en parler et de nous faire partager tout ce que vous avez pu voir et comprendre. N'y a-t-il pas deux risques pour les dirigeants qui s'engagent donc qui maintenant nous montrent leur positionnement? Le premier, ça serait une espèce de pensée magique à croire qu'on est dans un système où il n'y a qu'un faucon et puis ça va dérouler. Et l'être humain est capable, à la capacité de la conduite du changement pour mettre en place tous ces changements, tous ces rééquilibrages. J'ai l'impression que ça va de plus en plus vite, que M. Trump est capable du jour au lendemain de créer ou d'effacer des taxes. De l'autre côté, on est capable du jour au lendemain de nous annoncer que des porte-containers vont déferler sur l'Europe pour livrer de la marchandise. Est-ce que véritablement, de votre point de vue, l'être humain est capable d'une telle adaptation aussi rapide dans les modifications des flux et du système, des systémiques qui gèrent notre mondialisation, démondialisation? Même le PDG de BlackRock disait, ça y est, c'est fini, on va repasser de la démondialisation à se remettre à nouveau à produire, à relocaliser tout ce business. Est-ce que, d'après vous, l'être humain est capable de ça aussi vite que les dirigeants pensent qu'on va pouvoir le faire, d'une part? Est-ce qu'il n'y a pas certains flux qui sont plus difficiles que d'autres à relocaliser ou à nationaliser, à remettre sous protectionnisme ou sous isolationnisme, notamment les flux pétroliers, les flux gaziers, et puis l'uranium, ce genre de matière un peu touchy, les terres rares? Est-ce que véritablement il n'y a pas de la pensée magique un peu aussi derrière tout ça? La réponse la plus courte, c'est qu'à mes yeux, et c'est pas une formule, je pense que l'être humain est capable de tout, vraiment. Et peut-être que pour reformuler votre question en forme de réponse à votre question, je crois que c'est pas vraiment se demander ce que l'être humain est capable de faire, c'est ce que les gens qui ont conçu le système dans lequel on vit vont nous laisser faire. Je pense qu'on ne joue pas une partie, nous, contre la planète pour ce qui est de l'environnement, nous, contre le commerce pour ce qui est du libre-échange ou du protectionnisme. Je pense qu'on vit une guerre de classe, pour utiliser un mot un peu oublié, mais toujours aussi réel. On vit une guerre de classe. Et oui, je m'interroge là sur notre capacité à livrer cette guerre de classe. Et pour tout vous dire, même si
toutes les taloches que se prend Trump me réjouissent autant que vous, sans doute. Il y en a une qui me glace le sang. C'est Trump est quelqu'un dont on n'aime pas le programme, mais qui a été élu sur la base d'un programme. Les tarifs douaniers faisaient partie de son programme. Il a mis en œuvre le programme, et ce sont les marchés financiers qui l'ont domestiqué. Ce sont les marchés financiers qui lui sont tombés dessus et qui l'ont contraint à procéder à une marche arrière qui, à mon avis, va aller croissante. C'est absolument effrayant. Les marchés financiers ne sont pas élus. Et donc, si parvenaient au pouvoir ici et là des dirigeants politiques qui voulaient procéder à une transition écologique, qui voulaient procéder à une relocalisation qui aurait un sens pour le bien-être de la population et de la planète, ces mêmes marchés financiers se manifesteraient. Et la violence de la réaction des marchés financiers est quelque chose qui, moi, me préoccupe colossalement. Merci Renaud, merci Anis, merci Dany derrière la caméra aussi, et une bonne soirée à tout le monde.